Bonsoir, je me présente Anne-Sophie Legendre-Girard. Donc, je vais peut-être décevoir un peu mon collègue Julien, mais je ne parlerai pas des ambivalences sexuelles de Jeanne d'Arc, ou très peu, si j'en parle. Donc, en fait, mon intervention de ce soir découle d'un constat que partagent habituellement les théoriciens en littérature. Selon plusieurs d'entre eux, les auteurs contemporains, tout en restant proches des exigences formelles des dernières avant-gardes, s'éloignent aujourd'hui d'une énonciation qu'on pourrait dire proprement engagée. Un certain désenchantement, on le sait, entoure la notion d'engagement qu'on a d'ailleurs revue avec Christian. Je suis bien contente de ne pas trop en parler. Donc, il entoure la notion d'engagement qu'un emploi, disons, excessif et pluriel a rendu trop souvent insignifiant. Comme le note Christian Prigent dans Ceux qui merdent en 91, personne aujourd'hui n'oserait se déclarer du côté de l'engagement. Je cite, « Personne n'oserait investir d'une quelconque responsabilité sociale ces petites manies stylistiques. Personne n'oserait se prendre pour une conscience de l'époque. » Par ailleurs, si les modalités en sont différentes aujourd'hui, il convient néanmoins de s'interroger à la suite de Benoît Denis sur la manière dont la littérature, qui procède nécessairement d'une visée esthétique, peut se révéler force agissante, exercer une action sur le monde, voire contribuer à le changer. Donc aujourd'hui, la finalité des œuvres, la finalité des œuvres n'est plus seulement exploratoire et l'histoire ne représente plus, comme au temps des avant-gardes, un paradigme temporel fini et orienté vers un but futur. Nous sommes peu à peu éloignés d'une vision téléologique de l'histoire. Or, en fait, ce contexte idéologique, issu des traumatismes du XXe siècle, suggère ipso facto une modification notable du rapport entre la fiction et le traitement de l'événement historique. Les œuvres, comme l'écrit Alain Farah, émergent à distance des notions d'engagement et d'avant-garde, tout en gardant scrupuleusement le regard dessus. Ainsi, l'écriture contemporaine conserve une dimension éminemment politique. C'est-à-dire que les auteurs se demandent comment poursuivre le renouvellement des formes sans prendre une posture avant-gardiste, sans avoir à s'engager. Les notions donc d'historicité, de réel et d'engagement refont surface sur la scène culturelle sous la forme de ce que Dominique Viard nomme en fait des questions insistantes, des problèmes irrésolus, des nécessités impérieuses. Et ces questions deviennent des matériaux douteux et malléables qui gagnent à être revisités. C'est que dans l'incertitude d'un présent inédit, un certain souci s'est accru de comprendre notre histoire et ses travers, d'interroger la mémoire, et j'emprunte ici la formule à Dominique Viard, de suspecter une autre réalité derrière les écrans disposés par l'histoire officielle des manuels scolaires. À côté des romans historiques, on voit donc apparaître de plus en plus de fiction de l'histoire, dont les auteurs se servent pour remettre en doute notre rapport au passé, en proposant ce que David W. Price nomme un nouvel imaginaire de l'histoire. Donc, le texte auquel moi je vais m'intéresser aujourd'hui, puis auquel je consacre mon mémoire de maîtrise, s'inscrit, il me semble, parfaitement bien dans le contexte de cette table ronde sur les poétiques de l'histoire et les politiques de la littérature. Il s'agit donc de Jeanne d'Arc de Nathalie Quintane, qui est un court texte paru chez POL en 1998. Il me semble que le cas de ce livre-là soit particulièrement riche parce qu'il affronte une figure à propos de laquelle de nombreuses strates discursives se sont accumulées au fil des siècles, et continue de faire sens, parfois de manière contradictoire et en confrontant des régimes d'historicité complexes. Quintane parle elle-même de Jeanne d'Arc comme d'un énorme cliché. Elle va même jusqu'à comparer la pucelle à Saint-Tropez, qui est le sujet et le titre de son 6e livre. Et Saint-Tropez étant, en termes de cliché, ce qu'on pourrait considérer comme l'équivalent de notre Old Orchard, donc c'est pas peu dire. Puis, en fait, c'est que Jeanne d'Arc a été investie de multiples manières. Les œuvres artistiques à son sujet sont innombrables, films, romans, BD, chansons, etc. Mais plus précisément, au cours de l'histoire, elle passe tour à tour aux mains de partis politiques antagonistes qui en font somme toute ce qui leur plaît et l'érigent en mythe, que ce soit celui de la sainte patronne de France, celui d'un modèle de piété religieuse, de la représentante de la monarchie ou de la révolutionnaire par excellence. L'image de Jeanne d'Arc s'est donc fractionnée au cours des siècles autour de représentations majeures ou successives ou simultanées. Il y a un ouvrage assez intéressant dans les lieux de mémoire de Michel Vinoc qui parle très longuement des représentations de Jeanne d'Arc. Pourtant, la Jeanne d'Arc de Quintane est tout à fait différente des représentations auxquelles nous nous sommes habitués et son caractère inédit ne tient pas seulement à la distorsion orthographique de son titre. Si, en fait, on peut voir la suppression de l'apostrophe comme un moyen de nous placer d'emblée dans la fiction, un genre de contrat de lecture, plusieurs auteurs et certains historiens même orthographiaient déjà le nom de la pucelle de cette manière depuis fort longtemps, en signe d'une certaine protestation contre la forme aristocratique donnée à son patronyme.
Donc, pour plonger dans le texte, en fait, c'est un livre qui reprend et développe en de courtes séquences certains éléments de la vie de la pucelle. Or, je parle d'un texte et d'un livre parce qu'il échappe au cloisonnement des genres, ni romanesque ni poétique. Il se veut à la fois reconstitution, mise en scène, récit et mise au point. C'est précisément l'hybridité formelle du texte, c'est-à-dire le surgissement constant du poétique dans la narration, qui permet à l'auteur, en fait, de pousser au bout de sa logique, sur le plan imaginaire, l'une des possibilités de la figure de Jeanne d'Arc. Par contre, l'auteur s'éloigne drastiquement de toute entreprise historiographique ou hagiographique en donnant la parole aux personnages mythiques depuis un lieu précédant sa canonisation. Gaëtane dira elle-même en entrevue qu'en abordant le personnage de Jeanne d'Arc, elle avait tenté de substituer aux multiples charges encadrant le mythe, que ce soit des charges historiques, politiques, religieuses ou romanesques, un seul vêtement, celui d'une écriture plane, soucieuse du détail négligé, parce que négligeable ou perçue telle, cherchant en Jeanne le petit plutôt que le sublime. Elle joue donc l'insignifiance contre la profondeur, proposant dès lors une nouvelle focalisation du récit qui pointe et dévoile l'infraordinaire, pour reprendre un terme cher à Pérec, du mythe de la pucelle. Or, c'est justement parce que son rapport à la poésie est désinvolte. Elle fait partie du livre dont Laurence nous a parlé plus tôt, puis effectivement, elle n'apprécie pas beaucoup qu'on la traite de poète. Donc, c'est justement par un rapport désinvolte à la poésie que Quintane réussit, malgré la grandiloquence fondamentale de la figure qu'elle présente, à néanmoins déboulonner le modèle. Pardon. Comme le souligne Agnès Disson, il s'agit pour Quintane d'interroger nos mots les plus banals, l'évidence de leur emploi le plus ordinaire, de porter sur eux un regard étonné, inquisiteur, détaché, d'où le comique et l'étrangeté qui se dégagent de son écriture. Elle utilise donc à profusion ce qu'on pourrait appeler la remarque. En fait, j'utilise ce terme parce que c'est aussi le titre de son premier livre publié, dans lequel ces remarques, qui continueront d'apparaître aussi en filigrane dans son œuvre comme un style propre à elle, sont énoncées pêle-mêle, accumulées, multipliées sur plusieurs pages. Je vous donne deux ou trois exemples. Donc, quand dans Remarques, Quintane écrit « Une maison qui s'effondre est la même maison, mais dans un autre ordre ». Ou encore « Suffirait-il que le plancher rejoigne le plafond pour qu'il n'y ait rien ?» Elle revisite l'expérience première du réel, elle le reconfigure en le questionnant et réussit ainsi le tour de force de sortir le commun du lieu commun. Grosso modo, avec Jeanne d'Arc, la narratrice, qui adopte plus souvent qu'autrement la position de l'idiot du village, met en scène un personnage qui feint la conscience discursive en éparpillant ses remarques, ses traits d'esprit de l'ordre de l'événementiel, qui désamorce toute possibilité d'affect et de pathos. Ainsi, Jeanne d'Arc s'interroge, réfléchit, observe et commente. Pour dire vite, les remarques de Quintane ressemblent à des maximes, mais moins la morale. Donc, encore deux exemples. Une fois qu'on a passé des années à se déplacer, on ne songe pas au repos. Une roue qui ne roule pas se couche sur le côté. Ou encore, Jeanne d'Arc appréhendait, elle qui était habituée au dos des moutons, de ne pouvoir observer le dos d'un cheval qu'une fois dessus. Ces remarques sont donc une forme d'expérimentation, un genre de degré zéro de la cognition, une manière d'interroger ce qui semble aller de soi, de retrouver quelque chose de l'étonnement premier. Ailleurs, les expressions utilisées par la narratrice sont tellement anachroniques qu'on croirait entendre Quintane elle-même parler d'un autre temps en utilisant des mots et expressions qui nous sont contemporains et qui interrompent la lecture par effet de choc, de saisissement. Par exemple, il semblait que les voix ne lui donneraient jamais un coup de pied au cul assez bon pour la propulser. Donc, parfois, elle se permet de faire intervenir une sorte de métaphysique, un certain questionnement philosophique. Que faire pour que l'action soit encore plus agissante et que la contemplation soit encore plus contemplante? Par contre, dès que le personnage commence à se poser des questions un peu trop profondes, l'écriture de Quintane, par diffraction, vient briser l'effet de profondeur et retourne l'énoncé comme un gant. Sûr que parvenu à ce stade de la question de la contemplation et de l'action, n'importe qui songeait d'emblée à se défoncer. Elle adopte donc une posture faussement idiote, une attitude ingénument provocatrice, pour reprendre le terme d'Agnès Disson. Chemin faisant, plusieurs thématiques puisées dans la grande histoire sont attaquées. Elle les déforme, elle s'en joue, elle les remodèle et dénature, mais jamais de manière frontale, toujours de biais. Comme l'écrit Alain Farah, elle ne cherche pas à tout liquider façon tabula rasa, mais plutôt à reprendre les choses du début.
Ainsi, elle va présenter la bipolarité du personnage, c'est-à-dire cette division classique entre Jeanne bergère, qui porte avec elle l'idée de l'anonymat puis de l'absence de singularité, et Jeanne soldat, qui incarne le mythe de la femme qui sauve la France. Quintane ne peut pas faire autrement que d'interroger différents aspects de la vie matérielle de la pucelle, aborder plusieurs points de vue sans qu'aucun d'eux ne prévale sur les autres. Son texte expérimente les paradoxes plutôt que de tenter de les résoudre. Ainsi, elle relie constamment les deux époques de la vie de Jeanne. Souvent, elle tend à montrer la continuité même des moments antagonistes qui constituent l'existence de Jeanne, attestant par là même que le mythique, c'est-à-dire la guerrière, ne saurait l'emporter sur l'anonyme, la bergère. Elle dit « L'apparente coupure, première partie de ma vie, deuxième partie de ma vie, sorte de trope, est rehaussée pour conjurer la peur au final d'être gnangnan, c'est-à-dire d'être stupide. » Or, pour ceux qui s'en souviennent pas, comme je m'en souvenais pas non plus, on parle d'une trope dans une partie du discours lorsque l'expression qui advient ne renvoie pas à son sens habituel, mais à un autre sens, indiqué ou non par le terme approprié. Donc, les tropes sont le fruit d'associations mentales qui conduisent au changement de sens des mots. Ainsi, ces deux vies ne sont pour elles que d'intensités diverses et les événements qui leur sont liés ne peuvent donc qu'être traités de la même manière. Je cite un passage du texte. Un assaut comme un rassemblement de troupeaux, les soldats qu'on calme comme un chien qu'on rudoie, Jeanne s'adapte mais ne change pas. Sa personnalité de gardeuse ne s'est pas détachée et perdue en cours de route mais projetée. Elle s'est étendue, bonifiée. Par contre, on remarque que cette bonification tient à peu de choses. Quintane ramène sans cesse Jeanne à sa corporalité, attestant de plus en plus la prépondérance de son existence matérielle au détriment de sa transcendance mythique. Elle écrit « Il suffirait d'une modification minime de son anatomie pour qu'elle soit un peu moins ou plus difficilement Jeanne d'Arc, qu'elle porte des mains tournées à l'envers pour qu'elle soit contrainte d'inventer une autre manière de prier. » Et elle cumule les exemples, yeux et bouche enfoncés dans le ventre, bras attachés derrière les oreilles, etc. En fait, la Jeanne d'Arc que nous présente Quintane démontre sans cesse les qualités essentielles à l'incarnation de son existence comme mythe. Elle se joue des voix de saints entendues par Jeanne, qui se dit, somme toute, plutôt rassurée que ce soit elle qui ait entendu des voix et non sa voix à elle qui est retentie pour quelqu'un ailleurs dans le vaste monde sans qu'elle le sache. Elle désacralise l'idée de la virginité de la pucelle en lançant « Encore une chance qu'avec toutes ces chevauchées, mon pucelage n'est pas sauté ». Grosso modo, elle présente une Jeanne d'Arc qui doute de sa mission, qui manque de foi, qui n'est pas convaincue par les voix, dont le corps souffre de fatigue et qui n'a pas conscience de sa mue, c'est-à-dire de ce que les autres appelleront ses deux vies, sa bonification, le caractère transcendant de sa mission. Ainsi, à travers les revenances de la pucelle, comme les nommerait Jean-François Hamel pour encore le citer ce soir, reconfiguré par Quintane, le texte repasse et déplace la matière historique et conçoit un rapport nouveau à l'histoire, un rapport qui, s'inscrivant dans une logique de mise en doute et de résistance, possède nécessairement une dimension politique. Donc, pour conclure, je reviens très brièvement à Prigent, que j'ai abordé en début de texte, en présentant un peu son rapport au genre poétique, mais vraiment rapidement. Donc, d'abord, on l'a vu, la résistance qu'il propose se décline sur un mode mineur, dans lequel l'art ne résiste pas à travers la déclaration explicite d'un programme politique, mais bien à travers sa seule existence en tant qu'art. Essentiel pour lui, la nouveauté qui s'éloigne du modèle avant-gardiste se conçoit comme, je cite, « ce qui, pour l'essentiel, nous réapprend à lire, c'est-à-dire ce qui force la lecture à prendre conscience d'elle-même, qui lui enjoint de se vivre comme une résistance au déjà vu, déjà pensé, déjà écrit, déjà figé en stéréotypes, icônes ou idoles. » C'est donc pour lui la force d'invention du genre poétique, dont les formes sont souvent multiples et insaisissables, qui lui assure de manière intrinsèque une certaine position de résistance face aux discours dominants et à leur asepsie. Prigent montre donc que la poésie cherche justement à s'approprier le réel, mais un réel impossible, manquant, un réel insaisissable qui n'est jamais l'équivalent de la réalité et qui se conçoit inévitablement comme une expérimentation visant à faire délirer le sens. Donc, loin de moi l'idée ici de faire de toute prise de parole poétique un acte de résistance. Je postule simplement, pour conclure, à la suite de Prigent, le potentiel polysémique de la poésie dont certains textes, comme le Jeanne d'Arc de Nathalie Quintane, qui absorbent et transforment les langages sociaux qui leur sont extérieurs, parasitent les discours dominants et donc procèdent d'un travail de mise en doute et de résistance qui possède nécessairement une dimension politique.